Bonjour tout le monde. On va finir la lecture du Impeachment Act. Je vais juste attendre que des personnes arrivent pour me confirmer que l'audio est bien. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que l'audio est présent? 1, 2, 1, 2, patate poêle. Sinon, on va tout simplement aller de l'avant et on verra plus tard s'il y a eu des erreurs. Donc, on avait fini la lecture du premier chef d'accusation qui allait jusqu'à 1.8. Les autres sont seulement d'un article chacun, mais il y en a 26. Fait que je vais reprendre exactement là où j'ai laissé la semaine dernière. Mena, can you hear me? Just to confirm my audio. I'm not going to talk in English, but it would be great if you could just confirm that you hear something by a thumb up. That sort of thing. I'm gonna wait. Can you hear me? Can you hear? Hello, hello, hello. Can you hear? ¿Me escuchas? How am I gonna? Here we go. Can you guys hear my? Sorry. Wrong typo. Richard Veilleux, m'entends-tu? Je veux juste que quelqu'un me confirme qu'on m'entend. Holy crap. C'est pas de bon augure, là, mais en tout cas. OK. Deuxième chef. Là, je ne regarderai plus l'écran, vous m'excuserez, là. Puis, vous écrivez vos réactions, vos commentaires, puis je les reprends un par un avec la recherche nécessaire dans une troisième vidéo, donc dans le prochain vidéo, parce que ça va être quand même assez long. Deuxième chef. Pour qu'un peuple puisse recourir à cette notion d'impeachment, le gouvernement doit répondre à des critères bien précis de correction dans un encadrement constitutionnel sous la supervision d'un représentant nommé par notre monarque britannique. Considérant l'absence totale et absolue de représentants de notre monarque britannique, veuillez communiquer avec le greffier du grand jury des patriotes souverains, qui est Jacques-Antoine, Jacques-Joseph Pierre-Antoine. Troisième, un chef d'État agissant en despote et s'arrogeant un pouvoir absolu arbitraire par domination de son entourage politique et judiciaire dans l'intérêt de son établissement financier doit être destitué. Quatrième, le gouvernement, par ses gouvernants législatifs, judiciaires, fiscaux et bancaires actuels, de par ses lois imaginaires, aliquides, illégitimes, arbitraires et anticonstitutionnelles, répondant à une minorité sans tenir compte de l'opinion de la majorité du peuple, prêchant par sa culture involontaire d'ignorance en matière de régime délictuel démocratique et anticonstitutionnel, devra avant tout répondre des infractions susmentionnées, le mettant en accusation par les peines qui lui seront imposées, dont celle de corriger ces infractions par les moyens arbitraires proposés par le peuple et ses représentants. 5. Les infractions reprochées par ces mises en accusation envers un chef d'État menaçant publiquement son peuple de s'exprimer librement, personnellement ou publiquement dans des manifestations à partir du caviardage des médias d'information devant les caméras de Radio-Canada, de Québécois Médias, etc., à l'encontre du droit des personnes physiques et à l'encontre des besoins de subsistance des représentants autorisés de celles-ci, autres que les avocats et les notaires, par la démonstration de l'insignifiance de la Charte des droits et libertés de la personnalité juridique du Québec, par l'inapplication de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, par la loi imaginaire RLRQ 1975, chapitre C12, des droits imaginaires de cette loi, obstruant l'application des droits fondamentaux des personnes physiques appelées à voter par leurs représentants autorisés respectifs, l'humain, nature humaine survivante non juridique, n'étant pas une personne physique de conception juridique, et que rien dans la loi n'autorise
à voter au nom, pour le compte et à la place de la personne physique de conception juridique inanimée et intemporelle, au sens du dossier judiciaire de la Cour municipale de Montréal 721 773 710, du dossier judiciaire de la Cour du Québec de 1988, numéro 200-22-02-83-73-041, et de la Cour suprême du Québec, numéro 460-36-000084-046 de l'honorable Feu Rénal Fréchette. J'essaie toujours de voir si on m'entend. Ou de le lire, plutôt. Numéro 6. Les infractions reprochées par ces mises en accusation envers un chef d'État répondant par sa conduite en fonction de ses lois et règlements illégitimes, illégaux et anticonstitutionnels, comme il l'entend, est, selon les critères de l'acte d'impeachment, non seulement illégal, mais criminel. 7. Toujours selon l'acte d'impeachment ayant lieu avant et surtout pendant une campagne électorale de séduction, est passible de prison un politicien qui ment, trompe par perfidie et par exaction son peuple en lui volant des impôts hors la loi et en légitimant son extorsion fiscale hors la loi par l'encaissement des prestations directes ou indirectes de Revenu Québec et du ministère du Revenu national au Parlement du Canada d'Ottawa, devant accorder à qui le réclame la sûreté de sa personne selon l'article 1 RLRQ 1975, chapitre C12. Il y a un point, fait que je peux respirer. À compter d'aujourd'hui, le peuple veut l'observation absolue de l'article 1 RLRQ 1975, chapitre C12, accordant par les tribunaux judiciaires la prestation de la sûreté de sa personne du vidimus du directeur de l'État civil du pays du Québec de 1968, applicable à chaque justiciable réclamant sa sûreté dans l'intérêt des prestations exigées dans n'importe quelle loi, durant toute la période illégitime, illégale et anticonstitutionnelle de ces lois, règlements, décrets, et jugements auxquels un justiciable est victime de caviardage ou de censure de la vérité par son avocat, lui refusant l'application de certaines lois, de certains règlements, jugements, décrets, etc. Les politiciens sont payés par la somme que leur rapportent les bulletins de vote assurant le fonctionnement du Parlement impliqué par une campagne électorale pour 4 années. 8. L'extorsion fiscale, de par les taxes et les impôts hors la loi, commise par nos gouvernants et par les représentants judiciaires, avocats, notaires, juges, etc., est commise contre les justiciables contribuables victimes des programmes d'évasion fiscale, d'évitement fiscal, de subventions particulières non remboursables, de crédits d'impôt, de fiducie, de fondations, de comptes offshore, etc., crée des victimes de leurs lois imaginaires hors la loi et délictuelles du Parlement des membres du barreau de l'Assemblée nationale monocamérale de la province de Québec de 1867 à 2018. Il est du droit légitime le plus strict du représentant autorisé de la personne physique, n'étant pas une personne physique, de se voir attribuer par toutes les juridictions des tribunaux judiciaires la sûreté de sa personne exigée par ce dernier, n'étant pas une personne physique, mais bien son représentant autorisé, que les lois imaginaires du Québec lui ont confié pour la représenter, entre autres devant les tribunaux judiciaires de la Ville de Montréal, de la Cour du Québec de 1988 et de la Cour supérieure du Québec, etc. Vous m'excuserez, ça m'arrive de sauter des parenthèses, qui font seulement citer des articles. 9. Le gouvernement ne connaît pas la notion de bon gouvernement sur les mêmes principes que ceux du Royaume-Uni. La procédure d'impeachment est une procédure de droit criminel de 1985, illégitime et illégale, ayant pour but de condamner toute conduite despotique. Cette procédure est valable sur des actes politiques de nature criminelle portant un tort irréparable au peuple canadien d'un océan à l'autre. Les décisions du gouvernement sont souvent prises dans le but de plaire et de séduire à une petite partie de l'électorat, et à cet effet, elles portent atteinte à la majorité de la population. Il a été démontré à maintes occasions que le premier ministre détient la ligne de parti et qu'il domine ses députés dans l'imaginaire Constitution du Canada depuis la dévolution de la couronne et l'abolition du pouvoir de désaveu et de réserve du gouverneur général du Canada et de ses lieutenants-gouverneurs, considérant le préambule de la Constitution du Canada de 1867. Il y est bien spécifié que le Canada sera fondé sur les mêmes principes que ceux du Royaume-Uni. 10. Les patriotes souverains reconnaissent que nos gouvernements n'agissent pas et
dénonce d'ailleurs, par cette mise en accusation, l'Assemblée nationale monocamérale de l'État national du Québec de l'an 2000 en exigeant la destitution des gouvernants qui refuseront l'engagement par cette mise en accusation de corriger tout ce qui, depuis 1867, a constitué l'anticonstitutionnalité des parlements du Canada et du Québec par leurs gouvernants perfides ayant des propos séducteurs et trompeurs, constituant à plus de 500 milliards de dollars la dette de l'État national du Québec et constituant à 174 % la dette des revenus de chaque ménage patronymique canadien. Face à toute la corruption, la fraude, les allégations, tout aussi farfelues de nos gouvernements, par leur manque d'honnêteté et leur manque flagrant à leur devoir de députés, de défendre les habitants de leur circonscription électorale, occupant les nombreuses régions du Canada d'un océan à l'autre, les patriotes souverains agissent. 11. Les patriotes souverains exigent le rétablissement de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 au Québec dans l'accomplissement de son bicaméralisme législatif d'origine par notre monarque britannique et ses dignes et loyaux représentants sur tout le territoire continental canadien avant que soit reconnu légitimement par l'avantage de posséder, pour une densité de 3,3 humains naturels par kilomètre carré, la valeur que chaque Canadien possède au Canada avant de réduire la valeur individuelle de chacun des habitants du Québec à une richesse de 5,46 par kilomètre carré. Le Québec est complètement indépendant du Canada par sa délictuelle structure législative monocamérale qu'est l'Assemblée nationale du Québec, que le député Benoît Pelletier a d'ailleurs déclaré avoir été constitué formellement en 1867 dans son monocaméralisme législatif, et ce, à l'encontre des articles 71 à 80 et 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. 12. L'avocat perfide Benoît Pelletier, professeur titulaire de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, enseigne encore et toujours le mensonge à ses élèves. En de pareils enseignements, l'indépendance réalisée depuis 1968 serait à accomplir de nouveau par ces dangereux gouvernants québécois spécialistes de la confidentialité, du caviardage et du silence à perpétuité dans cette même structure démocratique monocamérale à une seule chambre législative et anticonstitutionnelle par laquelle les perfides législateurs ont déjà dû adopter les lois sur l'éthique pour se punir eux-mêmes de ces hypocrites nommés du même acabit dans les comités d'éthique et de surveillance à l'exemple du vérificateur général du Québec au service de l'unité permanente anticorruption ayant aussi commis des actes répréhensibles. 13. Attendu et convenu des nombreuses mises en accusation par télégramme adressées à nos gouvernants fiscaux, législatifs, judiciaires et bancaires, restés sans réponse depuis plus de 8 ans, confirmant les nombreux crimes reprochés contre le peuple et contre la nation du territoire continental canadien. Aucune institution ne peut légitimement, par le Parlement du Canada ou par le Parlement du Québec, ignorer ou s'opposer à cette mise en accusation par acte d'impeachment. 14. Le grand jury des patriotes souverains a donc été mandaté par son greffier pour mettre en accusation les gouvernants désignés par cet acte public d'impeachment afin d'assurer la protection des intérêts de notre monarque britannique et ceux de tous ses dignes et loyaux sujets et de tous ses indignes sujets par l'ignorance et par déclaration publique de nos perfides gouvernants tout azimut. 15. Nous exigeons par ce manifeste des patriotes souverains que soient produits à la Chambre des Lords du Parlement britannique les commandes du gouverneur général du Canada en attendant une juste et honnête correction de nos institutions démocratiques législatives, exécutives et judiciaires aux conditions formulées dans cet acte. Le tout afin que notre monarque britannique puisse répondre en français au contenu de cet acte d'impeachment et afin que les commandes au pouvoir exécutif du Canada soient sous l'autorité et sous les pouvoirs du greffier du grand jury des patriotes souverains. 16. Nous produisons ce manifeste au nom des 36 500 000 patriotes d'un océan à l'autre du Canada, à la partie mise en cause, le gouverneur général du Canada, afin qu'il garantisse et prouve l'accusé-réception de l'expédition de ce manifeste, adressé à la Chambre des Lords du Parlement de Londres et adressé à notre souveraine monarque britannique, contre le président de la Chambre des communes du Canada et contre le président de l'Assemblée nationale du Québec pour haute trahison envers le peuple du territoire continental canadien. 17. Les situations dont nous exigeons correction immédiate sont
Selon la définition de l'ONU, un réfugié provient d'un pays en guerre ou d'un pays où il y a danger de persécution, de violence et de famine pour celui-ci. Pour des raisons humanitaires, le Québec, par la compétence exclusive du Canada, devient souvent une terre d'accueil ou d'asile à des réfugiés. Toujours selon la définition de l'ONU, un migrant immigre volontairement ou involontairement, mais n'est aucunement en danger de quelque manière que ce soit dans son pays d'origine. Il ne correspond donc pas aux critères de réfugiés trouvant droit d'asile au Canada. Le Québec et le Canada ont accueilli des immigrants ne répondant pas aux critères de réfugiés, donc des immigrants illégaux. Nous exigeons de leur part l'intégration à nos coutumes et à nos traditions comme ils le feraient si nous étions sur un même sanctuaire commun de réfugiés sur leur territoire, dans leurs coutumes et traditions. Pour tout immigrant ne pouvant pas s'adapter à nos us et coutumes, à nos lois illégitimes, anticonstitutionnelles et hors la loi dans l'actuel présent, et ne respectant pas cette nouvelle terre d'accueil ou à ses critères d'accueil, nous exigeons leur départ immédiat. Par ailleurs, nous exigeons que tout immigré ou réfugié doive résider obligatoirement pour une période de 5 années consécutives, sans franchir les frontières, avant d'obtenir sa citoyenneté et son droit de vote. Si des droits de vote ont été octroyés en dehors de ces conditions, nous exigeons leur révocation immédiate. 18. Afin d'interrompre, d'annuler et de démentir rétroactivement toute question médiatique à propos de chartes d'accommodement, de symboles religieux ou de toute commission d'enquête fumiste chargée d'enquêter ces sujets avec l'argent des contribuables, sans nommer la Charte des valeurs ou encore la commission Bouchard-Taylor, nous exigeons simplement au Québec l'observation et l'application intégrale de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, RLRQ 1975. Toute question d'accommodement envers des personnes versus des groupes religieux y est clairement traitée, et nous en refusons toute dérogation et toute exception. 19. Nous reconnaissons par nos constats publics incontestés qu'il n'y a pas de loi ni au Parlement du Québec ni au Parlement du Canada. Le droit statutaire dont disposent les administrateurs de la justice rend toute loi inactive, inerte et inutile, inopérante, ce qui fait obstruction à notre capacité de nous défendre constitutionnellement, légalement et légitimement. 20. Nous exigeons au Québec, dans le cadre du bilinguisme constitutionnel selon l'article 33 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, que tout réfugié ou immigrant soit dans l'obligation d'apprendre le français et que ses enfants soient dans l'obligation de fréquenter une école française du niveau primaire au niveau secondaire. De plus, pour le Québec, nous renvoyons toute question linguistique exclusivement à l'application de la loi 101 RLRQ chapitre C11. Nous exigeons par ailleurs sa pleine application. 21. Nous exigeons l'application dans leur intégralité des actes et des dispositions de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et exigeons que le Parlement du Canada s'y conforme par nullité de tout accommodement, objet de discrimination, tant pour les chrétiens que pour les autres religions et autant que les religions étrangères ne soient pas financées, en autant que les religions étrangères ne soient pas financées par le peuple ou par ses ancêtres de souche sur le territoire continental canadien. 22. Nous le répétons. Quiconque ne voulant pas respecter les coutumes et les traditions ancestrales des habitants de souche sur la terre de leurs ancêtres dans l'accueil fraternel et cordial de notre société canadienne de souche doit quitter le territoire continental canadien. 23. Les politiques adoptées au Parlement du Canada, autres que les prestations du Parlement du Canada aux habitants de souche du Canada, sont nulles et le resteront, tant que les corrections exigées dans cette mise en accusation par acte d'impeachment ne sont pas apportées. 24. Tout ce qui fonctionne dans ce système québécois, tant au niveau législatif, judiciaire, fiscal que bancaire, par une signature ou un engagement formel, est un contrat en l'absence de constitution et de loi au Québec depuis 1968. Tout ce qui fonctionne dans ce système québécois est par conséquent invalide. 25. Au Québec, les séparatistes, ignorant de la division d'une fédération stérile depuis ses polluants dirigeants du barreau de la province de Québec de 1867 à 2018, à l'encontre de toutes les lois et de toutes les constitutions en faveur à l'avantage dans l'intérêt des banques et des institutions financières québécoises et canadiennes des marchés boursiers mondiaux, préservent le statu quo de ces polluants gouvernants de tous les partis politiques provenant sans exception du barreau du pays du Québec,
occupant comme des despotes à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sans armée pour les protéger de leur despotisme, préservateur de statu quo, de tous les partis sans exception. Tous séparatistes amalgamés sont sous une seule et même doctrine. 26. Rétablir le jury en matière civile sur des sujets touchant l'autorité des marchés financiers et la fiscalité. Le jury, étant une coutume britannique en matière civile, a été supprimé au Québec en 1948 pour un des motifs voulant que si le justiciable est millionnaire ou si ce dernier représente une compagnie d'assurance, alors il a intérêt à éviter le jury car il risque non seulement de perdre sa cause, mais encore il sera condamné à payer une indemnité jugée par les juges, laquelle étant disproportionnée d'avec la faute commise et d'avec les dommages causés. Il faut d'urgence rétablir le jury et nommer un jurisconsulte devant révéler tout ce qui est illégitime et inconstitutionnel ou anticonstitutionnel dans ce tribunal statutaire d'exception. Les chefs d'accusation sont terminés. Nous avons pris lecture de ce document de la page 1 à 13 et le retournons avec engagement à l'expéditeur au 114 boulevard des Vétérans, Coinsville. Adresse qui sonnera une cloche à certaines personnes. Conclusion. Attendu et convenu que l'expression liberté dans les chartes, comme pour l'expression Freeman on the land, signifie terrorisme hors de toute existence juridique. Référence le Journal des débats du Parlement du Québec par la Commission du budget et de l'administration, version finale. Retour à la liste des séances du Journal des débats, 35e législature, 2e session, 25 mars 1996 au 21 octobre 1998. Le mercredi 17 avril 1996, volume 35, numéro 3, déclarant que tout, incluant les droits, sont privilèges concédés par l'État à sa propriété intellectuelle désignée par les lois imaginaires comme étant la personnalité juridique patronymique, intemporelle et inanimée inscrite au registraire des entreprises et des biens non réclamés par le dossier 15 32 166 de Revenu Québec. L'acte de naissance juridique n'est pas l'acte de baptême de l'enfant embryonnaire. L'acte de naissance juridique confié au directeur de l'État civil du Québec en son vidimus, y sont identifiés les deux personnalités juridiques, physique par le prénom et morale par le patronyme. Le nom courant usuel, à l'opposé, ne possède pas de numéro d'inscription de naissance, contrairement au nom composé du nom légal patronymique. Un ménage est représenté par un nom de famille, c'est-à-dire par le nom légal patronymique de la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Les nombreux ménages patronymiques, de patronymes stériles inanimés, constituant le peuple juridique canadien sans race et sans peuple, par le contenu de la formule D 149-844 du ministère de la Santé publique, par le nom courant identifiant les parents de l'enfant désigné et identifié juridiquement dans le certificat de naissance du directeur de l'État civil du Québec, sont responsables de n'importe quelle dette que le système leur attribue. Un représentant autorisé à représenter sa personnalité juridique patronymique, lui ayant été confié, doit concéder son revenu encaissable pour assumer n'importe quelle dette infligée par le système ou par l'État. Il n'a aucune capacité ou aucune solvabilité d'assumer une telle dette au nom, pour le compte et à la place d'une personnalité juridique quelconque, sauf s'il peut recourir à la sûreté de celle-ci. La sûreté de sa personne, selon l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, RLRQ 1975, chapitre C12. On le dit assez souvent. Cette sûreté est aussi connue au Canada et aux États-Unis sous d'autres appellations telles que Strawman Account ou Direct Treasury Account. Vous, destinataire direct et indirect par la présente, êtes chargé de payer à l'expéditeur et à ses semblables, victimes de métamorphose de l'humain en personne physique morale, cette progression géométrique dès maintenant, en monnaie numéraire et divisionnaire, pour cause d'être victime, depuis des siècles, de prolicides et de perfidie, commis par nos gouvernants, objet de l'existence juridique de nos gouvernants législatifs, judiciaires, fiscaux et électifs, nous constituant en concept juridique contre nature. Toute somme à percevoir, directement ou indirectement, par une autorité publique de l'Assemblée nationale du Québec enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, sous le contrôle du registre des biens personnels et réels mobiliers de la césure immobilière du ministère de la Justice du Québec,
qu'elle soit ou non conforme en fait ou en droit, coûte à son percepteur ou à son créancier un intérêt de 6 % par jour, comme l'exerce dans ses perceptions Revenu Québec par sa loi imaginaire hors la loi RLRQ 1995, chapitre I3, article 1, définissant loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Le fait que l'État national du Québec possède le fonds d'assurance du barreau comme fonds des biens, des services et de la solidarité sociale assurant les actes délinquants de ses membres directs et indirects selon le modèle des membres du Collège des bâtonniers du barreau, assujettit cette entreprise aux mêmes obligations pécuniaires que celles qui lui sont directement ou indirectement conférées. Les deux parlements au Canada n'ont rien à perdre d'enrichir leur propriété intellectuelle, le peuple juridique, de conception juridique et autres propriétés intellectuelles sous toute forme juridique qu'ils ont confiée à quiconque étant désigné par l'article 1436 RLRQ 1991, CCQ 01991, comme étant la personne raisonnable fictive, n'étant pas une personne physique, donc sans entité. Ce n'est pas dans l'intérêt de nos deux parlements de contester l'enrichissement par elles-mêmes de ces propriétés intellectuelles, physiques et morales. Nous vous sommons de 1. Rétablir le jury en matière civile, pénale et fiscale au Québec. 2. Rembourser avec dommages et intérêts punitifs par les retards sur les préjudices que l'honorable Madame Lise Thibault a subis depuis le tout début de son procès, n'ayant jamais pu bénéficier des privilèges de caviardage judiciaire, lequel étant toujours en faveur des délinquants de la commission Charbonneau. Madame Lise Thibault est victime et reste victime de son poste dévolu de lieutenant-gouverneur du Québec, tout comme dévolu poste de gouverneur général du Canada, par l'article 2 RLRQ 1985, chapitre P1, dans son dévolu statut de lieutenant-gouverneur par l'Assemblée nationale monocamérale de 1968, en violation aux articles 71 à 80 et 91-29 de l'entreprise Assemblée nationale du Québec NEQ 88 13 81 80 00 et de la Chambre des communes du Canada NEQ 88 16 15 67 47 et du Sénat canadien NEQ 88 31 85 64 61, incompatible avec l'acte d'Amérique du Nord britannique de 1867. Son dévolu statut de lieutenant-gouverneur à Mme Lise Thibault lui a fait entériner la loi RLRQ 2000, chapitre E20.2, la fameuse Constitution invalide du Québec de l'année 2000, qui était une réponse à la loi sur la clarté de Stéphane Dion. 3. Déclarer souverain Revenu Québec. Ça, je suis resté sur le cul quand j'ai vu ça, mais on va revenir là-dessus. Ça a bien du sens, je vais vous expliquer pourquoi. Déclarer souverain Revenu Québec et son registraire des entreprises et des biens non réclamés, de qui dépendent les entreprises d'autorité publique sous la forme juridique 88, en violation aux articles 71 à 80 et 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, tels l'Assemblée nationale du Québec, la Chambre des communes du Canada, le DPCP du Québec, l'Autorité des marchés financiers, etc. 4. Abolir l'impôt sur le revenu des entreprises et des particuliers, en taxant 2 % de toutes les transactions scripturales enregistrées à l'Association canadienne des paiements, ainsi que sur les marchés boursiers, visant notre territoire continental en fonction de la mondialisation des marchés. 5. Rétablir pour le Québec l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 dans son intégralité et l'enseigner au peuple. 6. Voir à ce que les articles 33 de la Constitution du Canada soient respectés et appliqués, ainsi que les articles 71 à 80 et 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. 7. Corriger tout projet de division de nos gouvernants pour mieux régner sur nous, nous les ignorants des droits, des lois et de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Sans limiter, les sujets devant être projetés dans l'intérêt du peuple, des familles du peuple, des hommes, des femmes et des enfants du peuple, dans notre démocratie, nous devons faire formellement reconnaître par ses pièces d'identité et par son ADN l'humain, étant une personne physique de conception juridique, ainsi que l'humain de conception naturelle, n'ayant pas de personne physique, ni de personne morale de conception juridique. À ces faits et causes, vous avez jusqu'au 14 avril 2018 pour comparaître par votre signature et nous retourner au 114 boulevard des Vétérans à Cowansville, État national 2000 du Québec,
cette mise en accusation de 13 pages de ce document dont vous avez lu par votre engagement public. Une facturation suivra votre engagement signé ou sans signature de comparution. Glossaire, RDPRM, Justice Québec. Registre des droits personnels et réels mobiliers. Définition. La banque est titulaire de folio bancaire et la personne physique n'est que le constituant d'un folio bancaire. Ça ressemble beaucoup à une fiducie, en passant. Après ça, c'est les signatures, le greffier Jacques-Joseph Antoine-Pierre et les lignes de signature pour les accusés. Addenda, ça c'est un ajout qui n'était pas lors de l'envoi. Ça a été mis après, mais c'est un addenda qui sert à d'autres documents en même temps. On revient sur l'arrêté en conseil, chapitre L3 de 1897. Ce que c'est loi protégeant les juges de paix et autres contre les actions vexatoires, sanctionné le 9 janvier 1897. Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit. 1. Nulle action ne peut être intentée contre un juge d'accession, magistrat de police, juge de paix ou officier quelconque à raison d'un acte fait en vertu d'une disposition statutaire du Canada ou de la province, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle. 2. Cette loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. Donc, cet article a peut-être été abrogé, sinon il deviendrait de toute façon inopérant avec les articles 52 et 53 de la loi constitutionnelle canadienne de 1982, qui est le rapatriement de la Constitution, qui en fait partie en fait, que le Québec n'a pas signé en dernier lieu, mais qui avait signé en premier lieu. L'article 52 de la loi constitutionnelle de 1982. 1. La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. En vertu de cet article de la Constitution, les tribunaux ont le pouvoir d'affirmer qu'une disposition législative est inopérante si elle est incompatible avec la Charte, laquelle fait partie de la Constitution. Même si le paragraphe 52.1 ne fait pas partie de la Charte, il confère aux tribunaux le pouvoir important d'affirmer que les lois ou les dispositions législatives qui contreviennent aux droits garantis par la Charte sont invalides. Si seulement certaines dispositions d'une loi contreviennent à la Charte, les tribunaux ne déclareront invalides que les dispositions visées. 2. La Constitution du Canada comprend A. La loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi. B. Les textes législatifs et les décrets figurant à l'annexe. C. Les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas A ou B. 3. La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément au pouvoir conféré par elle. Article 53 de la loi constitutionnelle de 1982. 1. Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne 1 de l'annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne 2. Sauf abrogation, il reste en vigueur en tant que loi du Canada sous le titre mentionné à la colonne 3. Abroger une loi, c'est quand une loi est annulée. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a une façon de le faire. Tout texte législatif, 2. Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d'un texte législatif ou décret figurant à l'annexe par le titre, indiqué à la colonne 1 est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne 3. Tout acte de l'Amérique du Nord britannique non mentionné à l'annexe peut être cité sous le titre de loi constitutionnelle, suivi de l'indication de l'année de son adoption et éventuellement de son numéro. Épilogue. Les administrateurs juridiques, législatifs et étatiques des deux parlements, contrevenant aux lois constitutionnelles ou bien appliquant des lois inconstitutionnelles ou quasi-constitutionnelles, sont désormais passibles de sanctions. L'ignorance ne sera désormais plus un prétexte. Ces documents faisant aussi office d'avertissement courtois, avec des liens en référence. Quiconque veut recevoir le document original, juste à m'écrire votre adresse courriel en privé. Ça va me faire plaisir de vous l'expédier. On revient
en un temps ultérieur dans une troisième vidéo explicative dans laquelle je vais avoir lu tous vos commentaires puis toutes vos questions. Puis on va éclaircir les ambiguïtés. Merci de votre écoute. Au revoir.